Salam alaikum Zulfillaoun, bonsoir. Les jours se suivent et se ressemblent, des instants fades et mornes, un crépuscule hésitant entre chien et loup, des jours finissant en noir et blanc, malgré les trombes de confettis, les rots de la grande zerda, les flonflons de la zorna et les ronrons du quinquennat. C'est une fête sans joie et des funérailles sans trépas. Les Bererha peuvent encore stopper la musique, mais ils ne soulèvent plus les youyous. Silence. Les zagharatat ne sont plus de ce monde. Parce que les youyous de ce pays, le youyou de ce pays, Zaghreda, fut un cri de guerre que lançaient les femmes des braves montés sur des coursiers écumants lorsqu'ils fondaient sur l'ennemi. Le youyou était un éclat d'allégresse pour tutoyer le bonheur et la fierté d'être. Depuis qu'il est devenu un cri de femelle gavée, dans de misérables parodies de fête, il a perdu son âme stridente. C'est pour ça que les Bererha crient dans un désert d'autisme politique, comme autant de corbeaux qui croassent dans le désert, où même l'écho est aux abonnés absents. Et l'intérêt pour la chose publique a suivi le même chemin que l'enthousiasme, que le youyou, que le regard des braves, que la pensée des sages. Le chemin de l'indifférence pour tout, y compris pour l'avenir de sa propre progéniture. Les hommes se sont fermés aux rumeurs du dehors. Ils ont baissé les persiennes de leur vie. Plus rien n'accroche leur attention. Ils se sont débranchés. Il n'y a pas de jour sans qu'un scandale n'éclate, sans que des événements majeurs ne se produisent. En veux-tu, en voilà. C'est la frénésie des événements, la solde, la foire, la série des 13 à la douzaine. Les gens ne lisent plus les journaux pourtant. Ils vont directement à la page sportive ou aux petites annonces. Plus rien n'étonne, plus rien n'interpelle, plus rien ne choque ni n'inquiète. Ni scandale financier, ni forfaiture, ni carnage. Banalisation intégrale, c'est routine l'Inde dans une société qu'on a tellement anesthésiée que du coup elle ne ressent plus rien, même quand on mène son propre avenir à l'abattoir des nations. Pour cette émission de Rétro Info d'aujourd'hui, nous allons évoquer les faits les plus saillants de la semaine, en ces temps de calme plat au milieu des tempêtes, un peu comme si nous étions dans l'œil du cyclone, stupeur au cœur de la tourmente. Une rafale de faits marquants, tous aussi importants, aussi graves les uns que les autres, mais qui n'ont pas suscité plus d'intérêt que ça. À un moment où le sentiment le plus prégnant est l'hébétude. Et ainsi, nous apprenons, sans plus de détails, que le général Abdelkader Ayto Harbi, dit le général Hassan, a été condamné à 5 ans de prison ferme. Rien que ça. Qui l'aurait cru il y a quelques années? Comment un tel événement n'a-t-il pas suscité une véritable clameur publique? Comment, dans ce pays qui a connu la décennie rouge, dans ce pays où des millions d'Algériens ont subi l'atroce emprise d'une junte qui a provoqué la mort d'un quart de million parmi eux, un tel événement peut-il ainsi être ignoré de la multitude? Et d'abord, comment l'un de ces généraux les plus puissants de ce régime, et plus particulièrement du redoutable DRS, a-t-il pu se retrouver en prison, condamné par le même régime, à 5 ans, ce même régime qui l'a servi, même si le cœur du pouvoir n'est plus le même? Comment cela a-t-il été possible? Qu'est-ce qui a changé de si profond au cœur de ce régime pour que ceux qui l'occupent en ce moment aient pu devenir si puissants au point de condamner un tel général à 5 ans
de prison dans l'indifférence générale. Pourquoi ces gens-là prennent-ils leur distance avec ceux qui étaient aux commandes de la terreur avant eux, hier seulement? Ceux-là même qui leur ont remis les commandes du pays. Comment et pourquoi envoient-ils des signaux aussi forts à tous ceux qui osent les contester ou les menacer de la plus petite façon? Un autre général, rappelons-le, même si ce n'est pas s'il n'appartient pas à la même catégorie de généraux, si je puis dire, le général Ben Hadid a été lui aussi jeté en prison parce qu'il a osé faire des révélations sur la nature profonde de ce même régime, mais aussi sur ses connivences d'hier avec le terrorisme. Et il était bien placé pour en parler. Et fait notable qu'on ne peut pas ne pas évoquer cette montée au créneau du général Nazar qui déclare publiquement, je le cite, « La condamnation du général Hassan est criminelle ». Une déclaration, je fais une citation, une déclaration du général Nazar qui suscite des questions et interpelle lourdement. Panique dans le sérail, dernier soubresaut d'une junte qui fond à vue d'œil comme un glaçon dans de l'eau bouillante. Mais nous reviendrons aussi dans cette émission sur des événements particulièrement graves, sur l'attentat de Tunis, sur le sinistre qui a ravagé un centre de rétention, eh oui, un centre de rétention, et qui a coûté la vie à 18 migrants subsahariens. Nous demanderons aussi à nos invités de commenter le projet de loi des finances, puis de nous dire pourquoi le régime ne cesse de harceler le Cheikh Ali Ben Haj. Pourquoi cette persécution au quotidien et pourquoi ce silence abyssal de la société civile, de l'intelligentsia. Aujourd'hui, El Watan. La loi de finances 2016 passe mal, manœuvre serrée à l'APN. Par Roumadi Melissa. À l'Huffington Post. Incendie de Ouergla. L'État décide de nouvelles mesures de prise en charge des migrants africains. Algérie patriotique. Vive réaction du général Khaled Nezar. La condamnation du général Hassan est criminelle. Avec nous aujourd'hui pour parler de tout ça, Aziz qui sera avec nous pendant la première partie de cette émission. Aziz qui est mère de disparus et que vous connaissez très bien parce qu'elle passe presque régulièrement dans cette chaîne Al-Maghribia. Yahya Bounouar, journaliste, Paris. Houssine Jidel, anthropologue et analyste politique, Paris. Brahim Younsi, président de l'UDM, Paris. Aziz, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Aziz. Est-ce que Aziz est avec nous? Allô? Aziz, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir Aziz. Alors, Aziz. Allô? Aziz, vous m'entendez? Vous m'écoutez? Je vous entends faiblement. Faiblement? J'étais en train de suivre sur la chaîne. Écoutez, il faut... de quelle manière? Bonsoir, monsieur Bouchenouf. Bonsoir, Aziz. Bonsoir. Je vous en prie. Allô? Est-ce que vous m'entendez Allô? mieux maintenant? La même chose. Je vous entends nous allons je vais vous reprendre dans un petit instant. Nous allons laisser le soutien technique s'occuper de ce problème. Je reviens à vous dans un petit instant. Yahya Bounouar, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec plaisir, monsieur Jamaldin. Merci pour votre invitation. Merci. Alors, Yahya, nous allons commencer par ce sujet d'une très très grande importance, même s'il est passé quasiment à la trappe de l'opinion publique. La condamnation à 5 ans de prison ferme du général Hassan. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'emblée comme ça sur cette question?
D'emblée, d'abord, je comprends parfaitement que l'opinion publique s'en tape, comme on peut le dire de manière populaire. Ça ne la concerne en rien, et elle a bien raison. Ce sont des luttes de pouvoir entre clans, et je ne vois pas pourquoi le citoyen de base s'intéresserait à ça, puisque lui, il est traité tous les jours de manière désinvolte et avec mépris, et c'est une lutte entre clans. Après, sur une lecture plus politique, pour nous, pour les gens que ça intéresse, même si c'est pas le sort du général Hassan qui nous intéresse, mais c'est pour faire des lectures politiques. Le général Hassan, très proche du général Tawfiq, ça a été redit hier par l'un de ses avocats, Maître Bourayou, était et est l'homme des sales coups du général Tawfiq. Et donc le clan d'en face a neutralisé la personne qui pouvait, si Tawfiq lui en donnait l'ordre, faire un sale coup. De la même manière qu'ils ont neutralisé, donc emprisonné, le général Ben Hadid, qui lui était la voix, le chargé de communication, entre guillemets, du général Tawfiq, et qui disait publiquement, dans la presse, ce que pensait Tawfiq, en traitant le Gaïd Saleh d'incompétent, en qualifiant les deux Bouteflika, le président et son frère, de trahison, en les accusant de trahison, et en promettant qu'ils seront poursuivis et jetés en prison. C'est dans les journaux algériens, notamment dans l'Ouattani. Donc les deux cannes sur lesquelles s'appuyait Tawfiq, eh bien, ils lui ont coupé les cannes, et Tawfiq est aujourd'hui incapable d'aller sortir de prison ces deux personnes qui lui sont très proches. Donc c'est Tawfiq qui est visé. On est dans une lutte de clans. À mon avis, Ibn Hadid et Général Hassan seront libres dans 3 ou 4 mois, puisque le but c'est de les neutraliser pour passer cette période difficile, la période du limogeage de Tawfiq, et il y aura bientôt un procès en appel, et la peine sera ramenée à ce qu'il aura passé, il sortira. Idem pour le général Ben Hadid, à condition bien évidemment que tout le monde soit d'accord que ça y est, c'est bon, vous restez chez vous et vous restez tranquille. Donc on est dans la lutte politique, ça ne concerne pas les Algériens, ils l'ont très bien compris, et c'est tant mieux. Voilà Yahya Bounoir, d'abord, qu'est-ce qu'on reproche au général Hassan? Officiellement, il s'agirait d'un délit qualifié d'infraction aux consignes générales de l'armée. Un truc très vague, on ne peut pas plus vague. Voilà. Quand ils l'ont arrêté, il y a eu des accusations très graves, vous vous en souvenez, oui. Constitution de groupes armés, détention d'armes, etc. Aujourd'hui, c'est ramené à deux, entre guillemets, petites accusations, destruction de documents et désobéissance. Le Nezar qui défend maintenant le général Hassan dit que c'est des petites et que ça devait passer au maximum dans un conseil de discipline. Je suis d'accord avec lui. Sauf que Khaled Nezar parle comme s'il s'agissait d'un état de droit. Quand j'entends les avocats du général Hassan parler de la justice qui ne fonctionne pas, des vices de procédure, mais ces gens-là et ceux qui les défendent, les Algériens, notamment les militants, les syndicalistes, les militants politiques, les chômeurs, sont maltraités par cette justice. Aucune procédure n'est jamais respectée. Ils sont arrêtés, jetés en prison, condamnés, libérés, repris, sans jamais qu'il y ait de justice. Et ces gens-là voudraient que pour le général Hassan, on applique la justice d'un pays comme la Suède, par exemple, mais que pour le reste des 40 millions d'Algériens, eh bien, c'est la non-justice, la justice du téléphone que le général Hassan a mis en place avec d'autres, entre autres, cette justice aujourd'hui qui condamne Hassan, justice du téléphone, non-justice, justice aux ordres, c'est lui qui a participé à la mettre en place. Donc ces gens-là, aujourd'hui, font semblant comme s'ils vivaient en Suède, mais les Algériens subissent cette justice, pire que ce que subit le général Hassan, et il faudrait que eux se la ferment. Alors aujourd'hui, ceux qui défendent le général Hassan, notamment sur des points de droit et de procédure,
Pourquoi n'avez-vous rien dit quand il s'agissait des Algériens, quand on torturait les Algériens, quand on a fait disparaître des milliers d'Algériens? Ils n'ont jamais dit un mot. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a des vices de procédure quand il s'agit d'un général. Voilà la situation. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Plus que ça, difficile à trouver en effet. Restez avec nous, Yahya Bounouar. Je reprends Aziz, qui ne m'entend pas très bien. Je lui ai transmis une question via le soutien technique. Aziz, donc, si vous voulez vous exprimer sur la condamnation de ce général. Vous êtes la maman d'un disparu. Nous l'avons perdu, nous essayons de la retrouver. Nous prenons à présent Jid El-Hussein. Hussein, merci d'avoir accepté notre invitation. Hussein. Invitation. Alors, Hussein, d'abord, quelles sont les raisons réelles de l'arrestation et de la comparution du général Hassan, puis de sa condamnation? Je pense que Yahya Bounouar vient de dire l'essentiel. Mais je pense qu'il y a aussi l'histoire de tentatives de putsch en moitié qu'on appelle l'affaire Ziralda, parce qu'on ne pourra pas faire un acte gravissime sans l'aval du général Toufiq. Et sans l'aval du général Toufiq, ça veut dire sans que le général Hassan soit dans l'action, parce que c'est l'homme sale besogne du général Toufiq. Et donc, cette deuxième raison peut expliquer le fait qu'on a remis général Hassan en prison. Il faut remarquer que l'objectif des Bouteflika, c'est de ne pas envenimer la situation, et c'est pour cela qu'on a allégé les charges retenues contre lui, juste pour le mettre au froid, pour ne pas dire au chaud, afin que... Alors, Hussein, je vous arrête tout de suite. Deux choses. D'abord, vous pensez qu'ils ont réduit les charges pour ne pas envenimer la situation. Or, ils viennent d'écoper de 5 ans de prison ferme quand même. Mais la question que je voulais vous poser surtout, donc vous nous apprenez que très probablement on lui reprocherait d'avoir été aux opérations d'un coup d'État fomenté par le général Toufiq. Dans ce cas, d'où tenez-vous cette information? Et ensuite, pourquoi dans ce cas, Toufiq n'a-t-il pas été inquiété lui-même? Je dis que ce qui s'est passé à Ziralda en juillet passé a été interprété comme une tentative de putsch. Mais le fait que beaucoup de citoyens ont vu le frère du président fait l'objet de tirs. Et donc, ce sont des témoignages concordants. Et cela ne peut se faire dans cette zone très, très sécurisée sans l'aval du général Toufiq. Quand je dis l'aval, ça veut dire que c'est pas lui qui a donné l'ordre nécessairement, et il est informé d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, c'est aussi une raison qui s'ajoute à la responsabilité du général Hassan dans l'affaire de Tigre-Tourine. Et aussi, l'objectif des Bouteflika, c'est de donner une leçon à tous ceux qui sont tentés de faire n'importe quelle action contre eux, et leur disent, regardez, les plus proches du Toufiq, les plus impitoyables, les plus impliqués dans les disparitions, les assassinats dans les années 90 ont été neutralisés. Vous avez donc l'intérêt à rester tranquille, parce que vous risquez d'avoir le même sort. Deuxièmement, quand je dis que 5 ans de prison, c'est rien du tout. Comme disait tout à l'heure Yahya Bounouar, on va les réduire à 2 ans, 2 ans et demi, parce que l'objectif, c'est pas de déclencher une guerre avec l'autre clan, c'est le clan de Bouteflika a gagné la bataille, il est en train de traiter les résidus, et il est en train de traiter la fin du combat. Et dans la fin du combat, le clan Bouteflika n'a aucun intérêt ni politique ni stratégique d'envenimer la situation. Et Gaïd Saleh dans tout ça?
Gaïd Saleh, Gaïd Saleh fait partie du clan Bouteflika. Sans Gaïd Saleh, Toufiq sans Gaïd Saleh, Toufiq aurait pu déloger d'une manière ou d'une autre Bouteflika en appliquant l'article 88. Mais comme le Gaïd Saleh était avec Bouteflika, donc deux puissances, la présidence et l'état-major, contre le DRS, et l'état-major et la présidence ont gagné le combat. Restez avec nous, Hussein Ziden. Nous allons revenir à Aziz, que nous avons pu joindre de nouveau. Est-ce que vous m'entendez, Aziz? Aziz, donc je vous laisse vous exprimer sur cette question de la condamnation du général Hassan. Et il faudrait peut-être que vous baissiez le son de la télévision parce que ça vous empêche. Oui, monsieur Benchenouf, bonsoir. Bonsoir, Aziz, je vous en prie. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Aziz. Tfadli, je vous en prie, exprimez-vous. Vous êtes la maman d'un disparu et je crois qu'en l'occurrence, personne n'a plus le droit que vous d'exprimer ce qu'elle ressent à l'occasion de cette condamnation d'un général du DRS. Oui, monsieur Benchenouf, pour moi, la condamnation et l'arrestation et la mise en prison du général Hassan, pour moi, je vois que c'est une bonne chose. Au Madabia, je voudrais bien qu'il continue à ramasser tous les gens qui ont été l'objet de la décennie rouge, comme je dis moi. Et entre autres, pour les familles des enlevés. Moi, je dirais pas disparus, je dirais des enlevés. Moi, j'aurais aimé, lorsqu'ils ont pris mon fils, de le prendre comme ça et de le présenter au tribunal et devant tout le monde, le condamner ou l'innocenter. Mais là, nos enfants, ils sont partis comme ça dans la nature. Ils les ont pris et ni vus ni connus. En plus, ils les ont pris du domicile. Moi, mon fils, ils l'ont pris de la maison. Donc, ils l'ont pas ramassé dehors ou ils l'ont trouvé en train de faire quelque chose de pas bien ou quoi. Donc, moi, je vois que c'est une bonne chose. Le cas du général Hassan sera pour nous, les familles, c'est une bonne chose et on voudrait bien qu'il ramène les autres aussi. Madame Aziz, le général Nazar s'est exprimé sur cette question. Oui. Il a fermement condamné. Il a dit c'est une condamnation criminelle et infamante. Le général Nazar, celui qui a donné qui a fait ils ont fait l'arrêt du processus électoral et qu'ils ont ils ont décidé de tuer des millions d'innocents et de prendre des millions d'innocents. Donc j'aurais bien aimé qu'il le ramène et qu'il le condamne. Très bien. Et qu'il y ait un procès où tout le monde peut assister, même nous. Il a dit de cette condamnation, c'est une condamnation criminelle et infamante. Oui. C'est ce qu'il a dit, le général Nazar. Parce qu'il y a un général comme lui qui a été touché. Mais nous, on a perdu. Moi, j'ai perdu mon fils. من أخيار الشباب ولدوا عليه الكلام. Pour nos enfants, ils les ont traités de irhabiens, de terroristes. Mais bien sûr qu'il défend. بالصح كما يقولوا المثل بالعربية إلا حفظ صاحبك بالنتا. Il viendra son tour, le général Nazar. Il viendra son tour et moi je voudrais bien يعلقوه حي هكذا ويخلوه حتى يموت parce que عنده مدار. Madame Aziz, je tremble de tout mon corps quand je me rappelle de tout ça. Nous comprenons. Madame Aziz, sinon, est-ce que vous continuez toujours à revendiquer, à réclamer la vérité sur ce qui s'est passé
sur les enfants et les époux et les membres de vos familles qui ont été enlevés, comme vous dites. Bien sûr, Monsieur Ben Chennouf. Depuis 97, je suis dans la rue et j'y resterai et je demanderai la vérité et la justice jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je n'abandonnerai jamais le cas de mon fils et je n'abandonnerai jamais mon fils tant que je suis vivante. Parce que il a été Madlom, vous l'avez dit, il a été Madlom. Monsieur Ben Chennouf, celui qui fait quelque chose, il reste pas à la maison. Il reste pas à la maison. Ils sont venus chez moi, ils ont rien touché, ils ont rien trouvé. Ils sont venus, ils l'ont pris, et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu mon fils. Donc moi, je n'abandonnerai jamais, et je resterai toujours à la recherche de la vérité et de la justice. Avis à ceux que ça intéresse. Merci, Madame Aziz, toujours ravi de vous recevoir. Rabbi Ma'ak. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me l'avoir lancé et de me permettre de m'exprimer sur les sujets que nous débattons. Très bien, merci. Alors nous allons commencer par ce sujet du général Nazar, ou plutôt nous allons y rester. Yahya Bonouar a dit très justement quelque chose au sujet de la déclaration de Nazar. Il a dit ces gens qui découvrent les vertus de l'état de droit, des procédures, de la justice, de la clémence, du droit, du devoir militaire, ils le découvrent maintenant qu'ils sont concernés, au point ils croient, je crois, en Suède. Et quand il s'agit des autres Algériens, là, c'est pas d'état de droit, c'est l'état d'urgence, c'est le dépassement, c'est l'exploitation, c'est la péremption. Exploitation voulait dire torture et péremption voulait dire exécution sommaire. Je vous laisse donc commenter, Brahim Younsi. Oui, pas seulement commenter, mais effectivement, c'est responsables, ces généraux, en particulier, notamment, découvrent l'état de droit quand ça les touche. Nous l'avons vu avec le général Ben Hadid qui a eu un droit de réponse dans un journal, qui interpellait le directeur de cabinet du président de la République pour lui rappeler qu'il y a une présomption d'innocence. Nous reconnaissons la présomption d'innocence. Aujourd'hui, pour ce qui est de ce général Abdelkader El Tourabi, la justice militaire, que je considère personnellement comme une justice d'exception, l'a condamné. L'a condamné pour des faits qui paraissaient effectivement au départ très graves, qui aujourd'hui se ramène à une sorte d'indiscipline. D'ailleurs, le général Nazar y fait allusion pour dire qu'il fallait le traduire devant une commission disciplinaire et cela serait passé. Mais la question fondamentale, me semble-t-il, qui nous intéresse aussi comme citoyens, mais elle intéresse d'abord le système lui-même. Je crois que les clans qui continuent à se combattre pour des raisons de pouvoir, tout simplement, ce n'est pas enlever Bouteflika pour ramener un autre Bouteflika, parce que c'est de cela dont il s'agit, mais du système lui-même. Un système qui est en train de se déliter dans ce que l'on appelait sa colonne vertébrale, c'est-à-dire l'armée. L'armée est en train de se déliter littéralement. Et cela est très dangereux dans la situation géopolitique et dans la situation interne du fait des questions économiques et sociales qui se posent et qui vont se poser avec acuité dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc c'est très dangereux, cette situation est très dangereuse. Et je trouve particulièrement irresponsable l'attitude des avocats de ce général, qui eux aussi utilisent des argumentations, notamment pour justifier l'immunité dont bénéficieraient ces généraux dont on sait pertinemment qu'ils ont commis des crimes.
Aziz vient de le rappeler, de façon assez pathétique, à savoir que c'est des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens qui ont été tués, qui ont été enlevés, etc., qui ont disparu. Et c'est le fait du général Hassan, et c'est le fait des généraux Njar et d'autres, mais Ben Hadid, Tawfiq évidemment. C'est cela où l'attitude, c'est en cela que l'attitude des avocats est scandaleuse de mon point de vue, parce qu'ils ont fait valoir les actes antiterroristes, si j'ose dire, de ce général pour l'absoudre. De ce seul fait, il devait bénéficier de l'immunité, étant donné ses états de service. Cela est scandaleux. La question qui se pose sur les chefs d'accusation et d'inculpation, infraction aux consignes et destruction de documents. Est-ce que ces accusations sont fondées ou ne sont pas fondées? Est-ce qu'il est coupable ou il n'est pas coupable? Or, le tribunal vient de conclure à sa culpabilité et de le condamner pour ces faits. Parce que pour les autres faits qui ont été soulevés, à mon avis, il aurait eu perpétuité. Il a eu 5 ans de prison. Nous ne connaissons pas le dossier. Moi, je ne connais pas le dossier. Mais c'est surtout, je le répète, l'attitude des avocats qui m'a scandalisé, notamment celle d'un des avocats, je ne vais pas citer son nom, qui fait la comparaison et le parallèle entre l'affaire Charbani et l'affaire Hassan. Sur le lieu, simplement. Parce que c'est le tribunal, c'est le même tribunal, avec des personnes différentes, évidemment. Le même lieu, le même tribunal qui a condamné à mort le colonel Charbani et qui condamne à 5 ans de prison, peine dérisoire de mon point de vue. Nous connaîtrons la suite des événements plus tard, parce qu'il y a un procès en appel. Pour dire tout simplement, bon, c'est le tribunal de rang. Comme par hasard, ça se passe dans le même lieu, dans les mêmes enceintes. Mais cette réflexion-là de cet avocat va très loin. Va très très loin. C'est-à-dire qu'elle procède du régionalisme. L'un était originaire du sud de l'Algérie, mais c'est un tribunal de l'Ouest qui le condamne. Un autre, aujourd'hui, il est originaire de Kabylie et c'est un tribunal de l'Ouest qui le condamne. Je trouve ça particulièrement scandaleux. Venant d'un avocat qui fait des artifices juridiques de type vice de procédure, vice de forme, etc. Ou le général Hassan, pour les faits qui lui sont reprochés, parce qu'on peut lui reprocher bien d'autres actes criminels, a été condamné abusivement, et il doit le démontrer, ou a-t-il été condamné sur des faits qu'il a commis, sur des délits qu'il a commis, même quand il s'agit de la justice militaire. Et pour conclure tout cela, il dénigre quelqu'un qui serait un trafiquant, il n'a pas dit si c'était un trafiquant de drogue ou un terroriste, qui était venu témoigner à charge contre le général Hassan. Je crois que si la justice, et d'ailleurs les avocats sont des auxiliaires de justice, si la justice, notre justice est malade, si notre justice est injuste, nos avocats, le barreau, est un barreau qui est soit incompétent, et on le voit, qui prend parti pour son client en méconnaissant d'une certaine manière les faits qu'il a commis et en plaidant les états de service de leur client, ce qui n'a pas lieu d'être.
et notamment dans la conjoncture que nous traversons, la conjoncture internationale que nous traversons. Je trouve cela scandaleux. Voilà. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à présent à Yahya Bounoir. Yahya Bounoir, tout à l'heure, Hussein Djedel nous parlait de l'autre clan, par rapport au clan régnant, au clan qui a le pouvoir, c'est-à-dire les frères Bouteflika assistés par l'état-major. En l'occurrence, vous pensez qu'il y a encore un autre clan? Il doit y avoir des restes, en tout cas, Hussein Djedel l'a dit et c'est la vérité, le clan Bouteflika a gagné le match par 4-0 ou 5-0 si on peut faire un jeu de mots sur 5 années de prison. Donc le clan présidentiel, avec l'appui de Gaïd Saleh, donc de l'état-major, a remporté la bataille sur le clan du DLS, du général Toufek, en limogeant le général Toufek, mais avant ça, en limogeant tous ceux qui lui étaient proches, et en mettant en prison 2 de ses plus proches. Il faut rappeler le limogeage de Djebar Menna, qui est le cousin du général Hassan, et qui étaient les 2 proches de Toufek. L'un s'occupait de la lutte antiterroriste, et Djebar Menna était directeur de la sécurité de l'armée. Donc les têtes et les proches du général Toufek ont été limogés, mis à la retraite ou emprisonnés. Donc il reste évidemment à Toufek des réseaux et des relais dans ce qu'on appelle la classe politique, dans l'opposition, qui se rappelle aujourd'hui qu'il y a une justice et qu'il y a des procédures, y compris dans les soutiens à Bouteflika. Je fais allusion bien évidemment aux 19, moins 3, moins 1, plus 5, etc. Dans la presse, en Algérie, je crois que c'est unique au monde, on n'a jamais vu des journalistes pleurnicher sur le limogeage du chef de la police politique. Donc voilà, que les gens soutiennent Toufek parce qu'il avait une vision, des idées, des convictions, j'aurais compris, mais c'est un officier de renseignement. Dans le boulot, c'est de surveiller qui fait quoi, où, à quelle heure et comment. Qu'on puisse soutenir quelqu'un qui vous surveille, je trouve ça assez sordide. On n'est pas face à un homme politique qui défend des idées et qu'on soutienne. Et pareil pour le général Hassan. Ceux qui soutiennent aujourd'hui le général Hassan, j'essaye de comprendre pourquoi, quelles idées il y a derrière, qu'est-ce qu'a défendu, quel principe a défendu le général Hassan pour qu'on puisse le soutenir. Je n'en trouve pas, puisque, encore une fois, c'est un officier de renseignement qui, dont le travail, c'était d'infiltrer les groupes, de manipuler, comment on peut soutenir quelqu'un comme ça, et sans aucune vision, ni aucune politique, ni rien du tout. Mais bon, bref, passons. Ceci dit, juste pour dire que il y a encore des réseaux politiques, des réseaux dans la société civile, qui essayent de soutenir ce clan, qui est leur clan, je ne sais pas pourquoi c'est leur clan. Le clan de Bouteflika, bon, on arrive à cerner, c'est des corrompus qui cherchent de l'argent. Plus on se rapproche du clan Bouteflika, plus on va avoir accès au marché et à l'argent du peuple algérien. Le clan du DRS et de la police politique, bon, évidemment il y avait aussi de l'argent, mais bon, soutenir des chefs de police politique ou les défendre, j'ai du mal à comprendre. J'ai beau rafraîchir mes neurones, je n'arrive pas à comprendre comment on peut le faire. Mais bon, voilà, il y a encore des réseaux qui essayent de soutenir et de défendre ces gens-là. Restez avec nous, Yahya Bounoir. Hussein Djedel, je reviens à vous. Vous serez le dernier à parler de ce sujet du général Hassan, puisque nous devons aborder les autres volets de l'émission. Donc, cet autre clan dont vous parlez, à ma connaissance, il y a des centaines, je dis bien des centaines, hein, je n'exagère rien, puisqu'ils sont au moins, enfin, plus de 200, ils sont plus de 200, des centaines d'officiers supérieurs et d'officiers généraux, dont Toufek lui-même, du DRS et des autres corps d'armée, qui ont été quasiment mis à la retraite, liquidés, neutralisés, parce qu'ils n'étaient pas très nets pour le clan au pouvoir. Et donc, visiblement, l'autre clan dont vous parlez, l'autre trottoir,
a été complètement vidé. Ce n'est pas votre avis? Pas totalement. Dites-nous. Pas totalement. Pourquoi? Parce que la puissance de Tawfiq, en tant que chef d'une construction qui a comme seul objectif de contrôler le peuple algérien, d'empêcher toute expression démocratique et empêcher l'expression de la volonté du peuple, il a un relais. On a vu quand il a été attaqué par Saadani, les relais de Tawfiq dans la presse, dans les partis politiques, dans les journalistes, partout les gens défendaient celui qui les a créés. Parce que c'est grâce à lui qu'ils sont là, c'est grâce à lui qu'ils continuent à exister. Et donc ces gens-là, c'est avec ça que Tawfiq pouvait allumer la rue. Ce n'est pas avec un général ou un officier de DRS qui peut allumer ça. C'est qu'il prend le téléphone, il appelle Aïssaoui ou il appelle Rawa, il lui dit bon, ce sont des amis à lui. Je vous demande d'allumer à travers les équipes de foot, d'allumer la rue. Il prend le téléphone, il appelle, j'en sais pas moi, un syndicaliste X, il lui dit je vous demande de déclencher des grèves partout. C'est ça la construction de Tawfiq. Tawfiq, il est là. Et ce clan, il existe encore. Mais quand on neutralise la tête, le corps, le reste du corps sera moins nocif et moins dangereux. Et ce que le clan Bouteflika a commencé à faire. Mais ceci dit, cela ne signifie pas que le clan Bouteflika a mis fin à la police politique. Non, la police politique existe encore. On contrôle encore les Algériens. On contrôle encore les partis politiques, etc., etc. Donc, une grande partie de ces partis politiques, et ce sont les relais de DRS, faut le dire, ils ont des liens très étroits, etc. Mais l'autre clan aussi repose sur les réseaux liés au banditisme, réseaux liés aux affairistes. N'oublions pas, il n'y a pas que le clan Bouteflika qui ont volé l'Algérie. Il y a aussi le clan de DRS. Moi, j'ai fait dévoiler l'affaire Rahmani. Sherif Rahmani, ce n'est pas le clan de Bouteflika, c'est le clan de Tawfiq. Et ça, à titre d'exemple, il y en a d'autres dossiers qu'on pourra discuter dans les dilapidations, détournements et vols des deniers publics. Donc, l'autre clan existe, mais sans l'organisation et sans le charisme de Tawfiq, sans la terreur que menait le DRS, ce clan ne peut pas agir d'une façon très dangereuse. Et c'est pour cela on dit que l'état-major et la présidence ont gagné le match. Je signale aussi que, historiquement, toujours, quand il y a un combat entre l'état-major et le service de renseignement, c'est toujours l'état-major qui l'a gagné. Et je vous rappelle le combat qui a été entre Boumedienne et Bossov. Hussein Jedel, comme il ne nous reste plus beaucoup de temps et d'autres sujets que nous n'avons pas encore évoqués, je vais donc vous poser des questions sur les autres sujets. Je vous demanderai des réponses assez rapides, assez brèves, pour pouvoir faire un tour de micro pour nos autres invités. Alors, concernant les persécutions dont est victime le Cheikh Ali Ben Haj. Écoutez, Cheikh Ali Ben Haj, en toute honnêteté, il ne pose pas un danger pour le régime. Il embête, sur le plan de communication, Ali Ben Haj, il insulte le courage des gars qui sortent même seuls, dénoncer des violations, pour dénoncer. Et ça agace le régime. Mais en vérité, il ne pose pas de danger réel, mais il agace le régime, donc ils doivent le neutraliser. Et je répète, alors où sont ses avocats, où sont ces pseudo-défenseurs des droits de l'homme? Quand il s'agit que de Cheikh Ali Ben Haj, on le prend chaque fois et on le met, on l'empêche de s'exprimer. Alors, on respecte pas ses droits fondamentaux en tant que citoyen. En même temps, on défend les droits d'un criminel. Alors, je passe à la loi des finances très brièvement, Hussein Jedel. La loi de finances, elle annonce la décadence. La loi de finances, elle annonce
ce que nous avons prévu il y a des années, qu'à partir de 2016-2017, nous rentrons dans la phase très très délicate et toutes les portes sont ouvertes parce que il y aura la loi de finances annonce que la crise est là, qu'il n'y a plus d'argent et que les citoyens algériens doivent se débrouiller pour vivre et ça, on ouvre la porte vers de l'inconnu. Alors, les événements de Tunisie? La Tunisie, c'est un coup qu'on donne, pas uniquement à la Tunisie en tant qu'État, mais on donne à la révolution, à la délivrance du peuple. Ces criminels qui ont commis ça, ils veulent allumer la région et notamment empêcher le processus de réconciliation en Libye. C'est ça l'objectif pour moi, parce que toutes les décisions qui ont été prises, limiter les libertés en Tunisie et qui peuvent prendre d'autres ampleurs, ne peuvent que empêcher les Libyens d'arriver à une solution pacifique et de réconciliation. Alors, dernier point, je vous demanderai de le répondre très rapidement. Le sinistre qui a coûté la vie à 18 migrants subsahariens. Eh ben, les Algériens ou le régime algérien traitait les Africains depuis un certain moment avec renoncement à ses valeurs. La moindre règle relative à un être humain n'a pas été prise. L'Algérie qui était grande, qui a accueilli tout le monde, elle est incapable d'accueillir quelques dizaines de centaines de frères et de voisins. Et on voit que la criminalité de ce régime ne s'abat pas uniquement sur les Algériens, elle s'abat aussi sur les étrangers. Merci, et c'est lâche d'atteindre, de traiter les malheureux de cette façon-là. Merci, Hossein Jidel. Brahim Younsi, très brièvement, je vous prie, même question. Commençons par la loi des finances. Oui, absolument. Mais si vous me permettez, au préalable, je voudrais tout simplement, si vous me le permettez... Oui, je vous en prie. Dénoncer tout simplement sur le plan strictement politique la position d'un responsable politique, pour ne pas le nommer Ali Benflis, qui a porté, alors qu'il est du côté prétendu du côté de l'opposition, a porté à quelqu'un dont on sait les actes criminels qu'il a commis pendant toute la décennie rouge, un soutien inconditionnel en faisant porter cette condamnation sur la non-allégeance de ce général au pouvoir, alors que le pouvoir c'est aussi l'armée, c'est aussi l'état-major. C'est pour d'une certaine manière répondre à la question des clans, à des clans qui continuent, où les miasmes de clans continuent de secouer l'armée et le système lui-même. Sur la question des finances, cela fait des années que nous dénonçons la gabegie du pouvoir. Nous l'avons fait, y compris sur votre chaîne. C'est le peuple qui va continuer et de façon encore plus accentuée, plus drastique, payer la facture des errements et plus que cela de la corruption de ce système, sachant pertinemment que le manque d'argent va être payé par la fiscalité et notamment l'augmentation des prix et puis bien entendu par la dépréciation ou la dévaluation d'ailleurs qui est itérative du dinar et qui rogne le pouvoir d'achat des citoyens algériens, des ménages. Brahim Younsi, je suis obligé de vous interrompre. Une dernière question au sujet de Ali Belhaj. Et je serai obligé de donner le mot de la fin parce qu'il reste plus de temps. C'est une persécution. C'est une persécution quasi quotidienne, inadmissible,
que tout à l'heure, un de vos invités, je ne me souviens plus lequel, a insisté là-dessus, à savoir que cet homme-là n'est pas défendu, alors qu'il est atteint dans ses droits les plus fondamentaux d'aller devenir, alors qu'il n'est astreint à aucune contrainte sur le plan du droit, si j'ose m'exprimer ainsi. Voilà, cet homme est persécuté dans ses droits les plus fondamentaux. Et c'est inacceptable. On ne voit pas un seul défenseur des droits de l'homme institutionnels, si j'ose dire, notamment la Ligue algérienne des droits de l'homme, le défendre. C'est un peu désolant pour ne pas dire autre chose. Merci Brahim Younsi. Yahya Bonouar, donc nous allons passer en rafale les questions. Je vous demanderai de répondre de façon assez rapide, assez brève. Alors sur la loi des finances. Bien, sur la loi de finances, elle annonce des temps de vaches maigres. Elle annonce des temps difficiles sur le plan des finances. C'était prévu, tout le monde l'a prévu, aussi bien nous-mêmes que d'autres personnes, mais également les institutions internationales. Tout le monde a dit que ça allait arriver. Tout le monde a prévenu, attention, il faut faire des réformes structurelles, il faut construire une économie, il faut arrêter la corruption, il faut investir dans l'éducation, l'école, l'université, la science, la technologie. Ils ont investi uniquement dans la corruption. Eh bien, quand il n'y aura plus d'argent, ou il y en aura beaucoup moins, les risques pour le pays sont énormes. Voilà. Alors, sur les événements de Tunisie, l'attentat à Tunis de Tunisie, c'est une campagne, c'est le seul pays de la région où le processus de transition démocratique semble marcher qu'un mais où il y a un espoir que ça aboutisse. Il y a eu, après la chute de Ben Ali, une coalition de nationalistes et d'islamistes. Des élections ont ramené d'autres partis au pouvoir. Les prochaines élections allaient ramener d'autres partis. On allait rentrer. J'espère qu'on ira dans une alternance, une deuxième alternance, et donc une stabilisation petit à petit de la Tunisie qui deviendrait un exemple pour toute la région. Et donc elle est ciblée, elle est visée pour tout ça. Pourquoi, comment, qui a fait ça, on peut le dire pour l'instant, mais c'est la Tunisie comme modèle de réussite d'une transition démocratique qui est visée. En ce qui concerne monsieur Ali Belhadj, je ne l'appellerai pas Cheikh, oui. Permettez-moi, parce que le Cheikh, c'est dans son rôle d'imam dans la mosquée à qui on va demander conseil sur un conseil religieux sur quelque chose, eh bien, on l'appelle Cheikh. Mais dans le débat politique, c'est un monsieur comme tout le monde. Je ne partage pas ses idées, mais en tant que citoyen algérien, il a les mêmes droits que tous les autres citoyens. Il a le droit d'exprimer ses idées, de les défendre, tant qu'il ne prône pas la violence. Et donc, encore une fois, tout à l'heure on parlait pour le général Hassan, il faudrait des règles, et pour le peuple, non. Et voilà, ceux qui parlent de la justice et des procédures pour Hassan, que ne le disent-ils pas pour Ali Belhadj? Ali Belhadj, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, est un citoyen algérien, et à ce titre, il bénéficie des mêmes droits que tous les autres citoyens. Et cette persécution doit cesser. S'ils ont quelque chose à lui reprocher, qu'il emmène à la justice, sinon qu'il le laisse tranquille. C'est clair, net et précis. Merci Yahya Bonouar, merci Ibrahim Younsi, merci Houssine Jidel, merci Aziz. Nous retiendrons de ce que nous auront dit nos invités que rien n'est gravé dans le marbre. Tout peut changer et parfois d'une façon que personne ne peut imaginer. Le cas du général Hassan est éloquent à cet égard. Nous ne savons pas encore ce qui lui est vraiment reproché. En tout cas, certainement pas les charges officielles qui sont retenues contre lui. C'est la menace qu'il a représentée à un certain moment contre les maîtres de l'heure. Des rumeurs gravissimes circulent sur ce sujet que personne ne peut confirmer encore. Et c'est pour cela que pour le moment, nous n'en ferons pas part
pour le moment. Nous resterons par ailleurs vigilants sur toutes les persécutions d'opposants, de gens qui dénoncent ce régime, qui tentent d'alerter l'opinion publique sur la pente dangereuse dans laquelle il entraîne tout le pays. Nous tiendrons l'opinion publique informée de tous ces abus contre quiconque subit ces harcèlements, quels qu'ils soient et quelle que soit leur mouvance. Ce que subit le Cheikh Ali Belhaj doit être dénoncé avec vigueur par tous ceux qui sont attachés aux libertés et aux droits humains. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Au plaisir de vous revoir. B'khair, b'slama.